Une heure de bonheur et de bonne humeur, eh bien, c'est ce que nous allons vivre dans cette émission pleine d'émotions et de surprises. Mais je vous souhaite tout simplement la bienvenue dans le paradis de la gaieté. Et je vous invite à rester surtout en notre compagnie parce que c'est midi, c'est maintenant. Je vous explique quelque chose avant de démarrer. Alissa, c'est la fille gentille, sympathique. La plus jeune de l'équipe. Oui, c'est la plus jeune de l'équipe. Alors, quand on est en train de travailler, on a une séance de travail de 3 heures, ça va. 4 heures, bon, ça va un peu. Au bout de 5 heures, Alissa est comme ça. Chef Andjou lui dit, mademoiselle, ça va? Monsieur, j'ai faim. C'est que vous n'avez pas dit, vous avez dit au bout de 4 heures et au bout de 5 heures, 6 heures. Non, au bout de 6 heures, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Quand on lui pose la question, qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? J'ai faim. J'ai sommeil. Voilà, ça c'est Alissa. On fait du bruit pour Alissa. Quand la faim, le temps dort. C'était un vendredi 8 avril 2011, je me rappelle très bien. Alors, c'était dans quelles circonstances? Ben là... On a déjà une petite idée, hein, quand vous dites 8 avril 2011. Dans ce moment, vraiment, c'était difficile pour la Côte d'Ivoire et tout. À ce moment, vraiment, mon père, il voudrait vraiment faire du bien en allant voir sa mère. Voilà, ce vendredi, il se rappelle, il se dit, ah bon, Rick, réveille-toi, on va rapidement à Yopougon pouvoir m'aimer. On va lui remettre des vivres et tout, comme ici, ça va. On habite à la Riviera. Et là, rapidement, je dis, bon, d'accord, Dali, on s'en va. Et on prend le véhicule, on avait un mini-car, on prend le véhicule rapidement, sur le chemin faisant. On avait déjà vu tout un tas de monde, d'ailleurs on se disait, ah, bon voilà, mais la vie a repris. Il y a la calmie, tout a repris. On y va. Et après Riviera 2, nous allons vers Agban. Là, on a su vraiment que les choses n'étaient pas les mêmes par rapport à la Riviera. Au niveau d'Agban, après Agban, il y a un pont piéton qui n'est pas loin d'Agban. Je pense que là, il y a des personnes qui sortent directement de n'importe où parce qu'il y avait j'avais un barrage de fortune qui était là. Donc ils descendent, ils disent « Eh mais vous là, vous partez, vous quittez, venez. Garez. » On s'est dit « Ah voilà, qu'est-ce qui se passe? On va garer. On est seuls, ils sont là, ils ont des armes. » On descend, ils nous demandent « Mettez-vous en genou là ?» On se met en genou. Ils se disent, bon, vous allez où? Mon père qui dit, non, je vais voir ma mère à Yopougon pour lui remettre quelque chose et tout. Il dit, mais tu vas où à Yopougon? Tu sais pas qu'à Yopougon c'est gâté? Ils étaient comment ces hommes? Oh non, ils étaient en civil, mais ils avaient des armes et tout. Mais je veux dire, leur aspect, tout ça. Bon voilà, ils avaient mis du charme. Peur, hein? Oui, évidemment, c'était grand et tout. Je disais, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Et le vieux qui dit, bon, il a quelque chose sur lui, il veut les remettre. Parce que se disait si mais ils ont demandé d'abord. Oui, ils ont demandé d'abord. Ils ont demandé qu'est-ce que vous avez sur vous? Le vieux qui dit ben voilà, j'ai 10 000 francs et j'ai quelque chose. Il dit bon, on n'est plus quitté là. Et il y a un qui crie là-bas, ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Qui arrive? Qui arrive? Et là, ils arrivent. Ces messieurs ont apparu et ont disparu. La manière qu'ils sont arrivés, de nulle part, ils ont disparu. Et nous sommes au milieu. On est là, tout seul. Le véhicule est garé. Mais est-ce que vous voyez ceux qui avaient été annoncés? Ah non. Ils arrivent. Là, moi, je commence à paniquer. Ils arrivent. Eux, ils disparaissent. Ils ont des armes, ils vont. Donc, t'imagines, toi, tu n'arrives. Donc là, rapidement, on cherche à remonter dans le véhicule. C'est vrai que ça paraît visible. Ouais, on remonte dans le véhicule rapidement et puis on va chercher à repartir là. Jusqu'à présent, je ressens encore le sentiment parce que c'était vraiment stressant. Et allez-y. Sur le chemin, lorsque on a remonté dans le véhicule, on essayait de repartir. Et bon, voilà, on a déjà des tirs qui se faisaient. Il y a un tir qui vient d'Adjamé, il y a un autre tir qui vient de William Civil. Et comme on a l'impression que bon, voilà, la guerre a commencé et tout, et nous, on est au milieu, on s'est dit, ah, sincèrement, il faudrait qu'on accélère. Donc le vieux qui se met sur le véhicule, il commence à accélérer, il accélère. On s'est dit, ah, voilà, il faut qu'on quitte là rapidement. Et moi, je commençais à paniquer. Et là, quel est votre réflexe? C'est de revenir sur vos pas ou de poursuivre? Oui. Revenir sur les pas, puisque déjà, il y avait un barrage qui nous empêchait d'avancer. Et chemin faisant,
là, le véhicule est en train de suivre des balles parce qu'on entend déjà, parce que c'est un petit mini-car, les Baka, oui, et déjà dans le fauteuil, tu entends pouf, pouf, comme si les balles sont en train de percer les fauteuils. Moi, je commençais à trembler. Sincèrement, j'étais paniqué, je criais dans tous les sens. Et je disais, papa, regarde, il y a des gens qui sont là-haut qui nous demandent de garer dans le pavillon d'Agban. De garer. Je dis, Daddy, vraiment, le vieux qui me dit, oh petit monsieur, on gare, on est foutu. Donc là, il continue d'accélérer. Et plus on accélère, plus ça tire. Qui était le plus paniqué entre le vieux et moi, le vieux, lui, il est serré. C'est lui, c'est mon héros. Si lui, il est paniqué, moi, je suis perdu. Donc, je panique, je crie dans tous les sens. Et c'est là que tu te rends compte que ta vie n'est rien. Parce que il y a un tir que tu entends vraiment dans la vie. Quand tu l'entends une fois, tu sais que... Mais vous n'avez pas reçu de balle, hein? Oh, sincèrement. À ce niveau-là, moi, je me suis toujours dit, plus tu cries, c'est que tu es vivant. Mais tu es en silence. Peut-être que... La voiture a reçu des balles? La voiture a reçu des balles. Et le véhicule qui accélère, le vieux qui continue son chemin. Et on attend un tir qui fait... Donc c'était sur le véhicule. Et le véhicule commence à balbutier. Mais quand tu vois le véhicule qui veut faire un tonneau, et toi, tu es dans le véhicule, tu imagines que tu es en train de mourir, c'est là, en 10 secondes, ta vie est en train de défiler devant toi. Et qu'est-ce que tu vois dans cette vie qui défile? Je me suis dit, ah voilà, j'ai plus mangé de tchèp. Comment j'ai su que j'avais un mauvais sort? C'est depuis tout petit en fait. Depuis tout petit? Depuis tout petit, parce que ma mère a divorcé dans les années 70. Et moi, je suis du Nord, j'avais 3 ans. D'accord. Et il est parti avec mon petit frère qui avait 40 jours, je crois. Et à l'école primaire, déjà, vous savez, la famille, elle est grande, hein, elle est large et tout. Et à chaque fois, quand il y avait des petits échecs et tout, on disait, votre maman aurait dû rester. Hein, parce votre père, il était polygame? Oui, il était polygame. Votre maman aurait dû rester parce qu'une maman qui part et qui laisse ses enfants, le mauvais sort s'abat sur ses enfants parce qu'il faut que la mère reste, malgré toutes les difficultés, il faut qu'elle reste dans le foyer pour protéger ses enfants. Donc on attribuait, vos échecs au départ de votre mère. De ma mère. Et puis, j'arrive au CM2. Je n'ai pas mon entrée en 6e, mais j'étais brillant à l'école, j'étais parmi les 5 premiers de ma classe. Mais je n'ai pas réussi à l'entrée en 6e. J'ai eu mon CP quand même. D'accord. Et la deuxième année, j'ai échoué encore à l'entrée en 6e. À combien de points? Et je crois à 2 points. À 2 points? À 2 points la première année. Mais la deuxième année, c'était la catastrophe parce que j'avais commencé moi-même à accepter que j'avais le mauvais sort me suivait en fait. Mais pourquoi vous l'avez accepté? Est-ce que déjà tout petit, on vous disait oui, vous on êtes me le un disait. enfant maudit? C'est vrai qu'on vous a dit votre mère n'aurait pas dû partir, mais est-ce qu'on le martelait tout le temps? Vous êtes victime de malédiction, on le faisait? Oui, tout le temps. Et il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé, qui m'a rappelé des mots que j'ai entendus. Chez nous, on dit plutôt que vous allez monter sur une calebasse, vous n'allez pas la casser. Ah. Une calebasse. Qui est très fragile. Qui est très fragile d'ailleurs. C'est un récipient très fragile. Et donc, moi, j'ai entendu ça. Et au CM2, quand j'ai échoué à l'entrée en 6e la deuxième fois, je voulais aller m'inscrire dans un centre technique. Et j'arrive mardi, je me renseigne auprès du gardien. J'ai dit, je vais m'inscrire. Il m'a dit, c'est mardi prochain l'inscription. Et le mardi prochain, je viens avec tous mes dossiers. Les gens étaient en train de passer le concours. Non. Et ne me dites pas ça. Oui, les gens étaient en train de passer le concours. Et donc finalement... Mais il s'est trompé, il a fait une erreur. Lui, il s'est trompé. Mais moi, je n'ai pas vu son erreur. C'est moi, je me suis vu tout de suite. C'est la malédiction qui me suit. Je me suis dit, c'est la malédiction. Et puis, à un moment, j'ai joué au football. Il y a quelqu'un qui est parti d'Abidjan, qui m'a vu à Ferké, qui m'a amené pour jouer au stade d'Abidjan. Il faut dire que vous étiez très bon joueur. Gardien de but, voilà. Donc, je me retrouve là, au stade d'Abidjan, avec, au passage, je salue mon entraîneur, Etoukan Daniel. Le même stade d'Abidjan? Le même stade d'Abidjan, oui. J'étais en cadet et ça a duré quoi? Ça a duré quelques mois. J'ai eu des histoires avec mon tuteur qui m'a fait venir parce que, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. D'accord. Et je me suis retrouvé à aller voir Yeo Martial pour jouer au Stella Club d'Adjamé. Et là, je me suis retrouvé au Stella, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé à l'ASMA. Pour faire monter en première division, je crois que ça doit être en 97, un truc comme ça, avec Gabari, un ancien défenseur du stade d'Abidjan. Et là, j'ai eu un problème de genou qui n'a jamais pu finir. Et je suis parti de là-bas, je me suis retrouvé à la gare routière.
En train de faire quoi? Dormi à la gare routière parce que j'avais pas Sans domicile? Sans domicile. Et j'ai vu un ami encore d'enfance qui est venu pour gérer le car de son père. Il est aujourd'hui, je crois, en Belgique. Et là... Mais je veux dire, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Je veux dire, quand on a eu un cursus normal où on se savait intelligent, qu'on n'arrivait pas à réussir à ses examens, quand on essaie d'entrer, on va dire, dans des écoles techniques, ça ne marche pas, ou qu'on nous donne de faux rendez-vous, ou encore qu'on décide de s'orienter vers le football, on se sait ou on sait qu'on a des talents, on fait le tour des équipes, ça ne marche pas jusqu'à ce qu'on ait un problème au niveau des genoux. Là, on se retrouve à la gare routière. Ça, c'est votre histoire. Vous vous retrouvez à la gare routière. Et qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas d'envie de suicide, il y a pas... Vous ne dites pas non, c'est terminé, moi je ne sais plus ce que je fais sur cette terre, j'abandonne tout, je pense que je ne peux plus avancer, c'est bon. La question s'est posée. La question s'est posée plusieurs fois. Il y a eu ce genre d'analyse, ce genre de réflexion. Mais pas le suicide. Pas de suicide, Dieu merci. Mais, pas le suicide, mais je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment foutu pour moi? Est-ce que c'est de ma faute ou pas? Mais au passage, je salue M. Koné. Hein. C'est qui lui? C'est un de mes pères, de Ferké, qui a beaucoup réalisé à Ferké d'ailleurs, et que j'ai rencontré ici à Abidjan. Et parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais faire une agence pour donner du travail aux gens. D'accord. Hein, être intermédiaire entre les filles de maison, c'est-à-dire les bonnes, comme on disait, et les dames... de votre statut de sans domicile. Oui, là. Et je suis allé le voir. Il m'a dit, bon, d'accord, si tu as un magasin, je vais t'offrir tout ce qui est mobilier et tout. Et ce monsieur, il m'a aidé. Et lui, il est très riche, ce monsieur. Il est très, très riche. Et c'est lui qui a commencé à m'expliquer son itinéraire à lui. Il est parti de Ferké, plus de 40 ans. Il n'y a pas mis les pieds. Et aujourd'hui, je crois que... il avait le même problème? Voilà, je pense que c'est quelqu'un, à un moment donné, qui s'est dit, je pars de chez moi. Et quand il a commencé à travailler, il a dit, tant que je ne réussis pas, je ne remets pas les pieds chez moi. Et quand je vais venir, je ferai tout pour qu'on sache que oui, je suis là. Et lui, il m'a dit, mon fils, bats-toi, parce que dans la vie, les échecs qu'on fait doivent être des victoires. Pourquoi? Parce que quand tu fais un échec, tu te poses des questions. Pourquoi j'ai fait l'échec? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que j'en arrive là? Et quand tu comprends, ça devient une victoire. Donc il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, je crois que ça m'a permis de déverrouiller quelque chose dans ma tête parce qu'il y avait un verrou. Je pense qu'il y avait un verrou. C'est clair. Voilà. Mais c'est tout à fait normal quand depuis tout petit, on vous dit vous n'allez jamais réussir. Voilà. Vous avez été maudit parce que votre maman est partie, elle n'aurait pas dû partir. C'est normal. Et quand on sait aussi que la parole a un pouvoir. Et en plus, quand j'ai connu ma mère, je crois qu'il y a eu ce petit conflit-là. Parce que moi, j'avais ça en cœur un peu contre elle. C'est ça. Pourquoi elle est partie, elle m'a abandonné. Et que moi, j'ai suivi ça. Et on n'a jamais pu se parler. Et je crois qu'il y a 4 ans qu'on a pu vraiment se parler, ma mère et moi. Parce que j'ai fait une maison pour elle et tout. Voilà.